Ben bonsoir, voilà, ça y est, on est à nouveau en direct. On n'est pas en prise directe, mais on est en direct. Voilà, c'est déjà ça. Donc je suis en direct de la médiathèque de Talensac avec Anne et Ingrid qui sont là. Parce que sinon, ça serait vachement dur d'être juste face à l'écran, même si je sais qu'il y a des gens qui regardent de l'autre côté. Merci pour envoyer des cœurs, ça fait trop du bien. Et donc, on va continuer notre 5e épisode. Voilà, alors on s'était quitté le mois dernier avec la troupe de Molière qui était présentée par le duc d'Orléans à Louis XIV. Et Louis XIV, Louis XIV Louis XIV propose que Molière soit logé au Petit Bourbon avec les Italiens et qui partagent le lieu. Et plein de cœur, trop bien. Et ça fait trop du bien. Et, euh, et puis Molière commence à penser à Armande Béjart, la jeune Armande. Voilà. Et puis Molière écrit aussi Les Précieuses Ridicules, voilà, où il écorche un peu les gens des salons et il écorche au passage la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Et donc on reprend après, après, euh, après la première représentation des Précieuses Ridicules, avec un chapitre 14 qui s'appelle Trois petits points, récolte la tempête. Donc il est fort probable que le 13 s'appelait Qui sème le vent. Le lendemain, Monsieur Molière reçut des pouvoirs parisiens un avis officiel l'informant que sa pièce, Les Précieuses Ridicules, était dorénavant interdite à la représentation. Les bourreaux, marmonna Molière en se renversant dans son fauteuil. Mais qui a bien pu faire cela? Oui, qui pouvait-ce bien être? On ne sait. On a dit que l'interdiction avait été obtenue par un personnage puissant et haut placé qui fréquentait des salons du type de celui de Madame de Rambouillet. Quoi qu'il en soit, il faut avouer que les Précieuses avaient su rendre avec usure le coup que Molière leur avait porté. Se reprenant, Molière tenta d'imaginer ce qu'il pouvait faire et où il pouvait aller pour sauver la pièce. Il n'y avait en France qu'une seule personne susceptible de redresser la situation. Seule cette personne pouvait l'aider à se défendre contre l'intrigue, mais elle n'était malheureusement pas à Paris en ce moment. Mon héros prit la décision d'envoyer la pièce à cette personne pour examen. Aussitôt s'ébaucha dans sa tête le brouillon d'un plaidoyer pro-domo. Votre Majesté, il y a ici un évident malentendu, les Précieuses sont simplement une joyeuse comédie. Votre Majesté, en homme de goût et de grand bon sens, autorisera, j'en suis sûr, cette amusante bagatelle. La pièce fut envoyée au roi pour examen. Mais, en même temps, l'énergique directeur du Petit Bourbon se lança dans une série de démarches. Conseil fut pris de Madeleine, la troupe fut mise sur pied de guerre. Molière alla se renseigner, fit des courbettes et des serments et décida à son retour de recourir à un dernier moyen pour ramener la pièce à la vie. Ce moyen, connu de toute éternité des dramaturges, consiste pour l'auteur qui y est contraint à mutiler délibérément son œuvre. Moyen extrême, ainsi font les lézards qui, pris par la queue, s'en séparent pour prendre le large, parce que tout lézard sait très bien qu'il vaut mieux vivre sans queue que ne pas vivre du tout. Molière avait bien raisonné. Les censeurs du roi ignorent que tous les remaniements qu'on peut apporter à une œuvre ne changent pas d'un iota son sens profond et n'affaiblissent en rien l'indésirable influence qu'elle peut avoir sur le spectateur. Ce ne fut pas la queue que Molière coupa, mais le début de la pièce. Il renonça à une scène d'introduction et revint sur quelques passages en s'efforçant de les arranger au mieux. La première scène était nécessaire et sa suppression diminua quelque peu la pièce, mais sans en modifier l'orientation fondamentale. Il s'y trouvait apparemment des allusions au fait que Catos et Madelon étaient parisiennes et l'auteur voulut rassurer les censeurs en soulignant que les deux Précieuses étaient des provinciales récemment arrivées dans la capitale. Pendant que le rusé comédien louvoyait et
apprêtait sa pièce, quelque chose d'inouï se produisait à Paris. Dans la ville même, à des dizaines de lieues à la ronde, il n'était question que des précieuses ridicules. La gloire qui frappait à la porte de M. Molière prit d'abord le visage d'un littérateur du nom de Saumaise. Celui-ci écumait les salons, en tempêtant que Molière n'était qu'un vulgaire plagiaire doublé d'un bouffon creux et superficiel. On l'écoutait et on l'approuvait. « Il a tout pris à l'abbé de Pur !» criaient les littérateurs des ruelles. « Mais non !» répliquaient d'autres, « il a volé la matière de cette farce aux Italiens !» La nouvelle de l'interdiction n'avait fait qu'attiser le brasier. Tout le monde voulait voir la pièce, où l'on ridiculisait le meilleur des mondes, c'est-à-dire les habitués des salons. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à lire avec la lumière. Je pensais que ça allait, mais ça ne va pas trop. Alors que tout Paris est en ébullition, alors que... excusez-moi. Oui, ce sont les aléas du direct. Alors, excusez-moi, hop. Alors que tout Paris en ébullition commentait la nouveauté de l'heure, le libraire de Luynes se présenta au théâtre et demanda très humblement qu'on voulût bien lui remettre une copie du manuscrit de la pièce. Copie qu'il n'avait pu jusqu'alors se procurer. Bref, chacun travaillait de son côté et la subtile tactique de Molière donna finalement de bons résultats. Il trouva des protecteurs parmi les puissants de ce monde, fit très habilement valoir qu'il était sur le point d'obtenir l'appui du roi et 15 jours plus tard, la comédie revue et corrigée fut autorisée à la représentation. L'allégresse dans la troupe fut indescriptible et Madeleine se contenta de glisser à l'oreille de Molière cette seule phrase « Doubler les prix ». Madeleine et son esprit pratique avaient raison. Le fidèle baromètre du théâtre, la caisse, se mit à la tempête. Le 2 décembre fut donnée la deuxième représentation et la recette, qui tournait en temps normal autour de 400 livres par soirée, s'éleva cette fois à 1400 livres. Et cela continua. Les précieuses passaient avec des pièces de Corneille ou de Scarron et faisaient à chaque fois salle comble. Le Loret, dont nous avons déjà parlé, écrivit dans son journal rimé que la pièce était creuse et digne d'un spectacle de foire, mais vraiment très drôle. Ce n'est qu'un sujet chimérique, mais si bouffon et si comique. Pour moi, j'y portais 30 sous, mais oyant leurs fines paroles, j'en ris pour plus de 10 pistoles. Le libraire-éditeur Guillaume de Luynes parvint à ses fins. Il réussit, par quelques moyens mystérieux, à se procurer un exemplaire du manuscrit des Précieuses et annonça à Molière qu'il allait publier la pièce. Molière ne pouvait plus que s'incliner. Il écrivit une préface qui commençait par ces mots. « C'est une chose étrange qu'on imprime les gens malgré eux. » Mais il n'y avait en fait aucun inconvénient à ce que la pièce soit publiée, d'autant que la préface de l'auteur lui permettait d'exprimer quelques idées sur les Précieuses. À en croire Molière, les Précieuses n'avaient pas lieu de s'offenser de la pièce, puisqu'on n'y représentait que le ridicule de leurs imitatrices. Après tout, les plus excellentes choses sont sujettes à être copiées par de mauvais singes, etc. Par ailleurs, Molière signalait humblement qu'il s'était tenu dans les bornes de la satire honnête et permise en écrivant sa pièce. Il est peu probable que Molière soit parvenu à convaincre quelqu'un par sa préface et il se trouva à Paris des gens pour remarquer que la satire était effectivement honnête, comme pouvait s'en assurer toute personne normalement instruite, mais qu'il était difficile de trouver un seul homme au monde susceptible de présenter aux autorités un exemple de satire permise. D'ailleurs, laissons Molière se défendre de son mieux, et cela lui était bien nécessaire, car il apparut très vite que la première des Précieuses avait attiré sur lui une attention particulièrement insistante. Et par la suite, bon ou malgré qu'il en est, M. de Molière fit en sorte que cette attention ne se relâcha nullement. Il apparut très vite que Molière était, comme on dit, dramaturge par la grâce de Dieu. Il travaillait avec une très grande rapidité et maniait les vers avec aisance. Pendant que les littérateurs des salons parisiens et les acteurs de l'hôtel de Bourgogne s'occupaient à le dénigrer, Molière écrivit une nouvelle comédie en vers qui fut terminée au printemps. Le 28 mai 1660 eut lieu la première représentation
Sganarelle, où le cocu imaginaire fut joué par les époux Duparc, qui n'avaient pu s'habituer au marais et étaient revenus à Molière, les époux Debris, Lespie, Madeleine et Molière lui-même dans le rôle de Sganarelle. L'époque était mal choisie car le roi ne se trouvait pas à Paris et de nombreux notables l'avaient suivi. La pièce n'en suscita pas moins un vif intérêt dans le public, d'autant que sa première représentation fut marquée par un scandale. Un bourgeois du parterre déclara publiquement, à grand tapage, que c'était lui que M. de Molière avait ridiculisé à travers le personnage de Sganarelle. Naturellement, son intervention mit le parterre en joie. Les loustiques se déchaînèrent au spectacle du bourgeois qui tempêtait et menaçait d'aller porter plainte à la police contre un comédien qui s'en prenait à la vie privée des honnêtes gens. Le malentendu est ici évident. En écrivant Sganarelle, Molière ne pensait à aucun bourgeois en particulier, mais mettait simplement en scène le type général du jaloux et du propriétaire cupide. On soupçonne que nombreux furent ceux qui se reconnurent en ce Sganarelle, mais qui furent plus avisés que le bourgeois braillard du parterre. Ainsi, après s'être attiré, grâce aux précieuses, quelques dizaines d'ennemis parmi les littérateurs de la ville de Paris, Molière se mettait à dos les bons bourgeois des quartiers commerçants. Dans les salons, les conversations allaient bon train sur Sganarelle, mais les jugements des gens de lettres se ramenaient presque toujours à ceci. Une farce de rien du tout, une grossière comédie de situation emplie de bouffonneries triviales. On chercha à découvrir où Molière avait bien pu voler cette comédie, mais ces recherches ne furent couronnées d'aucun succès particulier. Au bout de quelques représentations, Molière trouva chez lui une lettre. Un certain Neuf Villeneuve lui écrivait qu'ayant vu sa comédie Le Cocu imaginaire, il l'avait trouvée si admirable qu'une seule vision lui avait paru insuffisante et qu'il y était retourné 6 fois. Ce début fit rosir de plaisir les joues de Molière, qui, depuis quelque temps, avait commencé à s'apercevoir que la gloire n'a pas tout à fait le visage qu'on lui prête généralement et qu'elle se manifeste surtout par des avalanches d'injures de toute provenance. Il continua la lecture de cette agréable lettre. Monsieur de Neuf-Villeneuve avait une mémoire véritablement phénoménale. En 6 fois, il avait pris note de la comédie tout entière, jusqu'au dernier mot. Arrivé à ce point de sa lecture, M. Molière leva les sourcils et non sans raison. M. Neuf-Villeneuve l'informait qu'il avait écrit des commentaires de son cru pour chacune des scènes du cocu. Et la pièce allait être publiée avec ces commentaires, car, comme disait leur auteur, c'est absolument nécessaire à votre gloire et à la mienne. Des gens peu scrupuleux, écrivait encore M. Neuf-Villeneuve, pourraient présenter des copies mal vérifiées de la pièce et causer ainsi du dommage à M. Molière. Bref, M. Neuf-Villeneuve confiait la pièce à l'éditeur Jean Riboud, 6 quai des Augustins. « Pardieu !» s'écria Molière, quand il eut achevé la lecture de l'envoi du commentateur affamé de gloire. « Il ne peut y avoir au monde homme plus impertinent !» Quant à cela, M. de Molière se trompait. L'été 1660, Molière eut enfin la possibilité d'échapper à la routine du Petit Bourbon et de soumettre au roi ses précieuses. Le 29 juillet, la pièce fut jouée près de Paris, au bois de Vincennes, où le jeune roi s'était retiré pour se reposer dans le sein de la nature. Le succès fut total. En outre, il se confirma que Louis XIV aimait énormément le théâtre, et la comédie en particulier, ce dont l'avisé directeur du Petit Bourbon fit immédiatement son profit. Puis la troupe revint à Paris et présenta son répertoire. Il devenait manifeste que les pièces de Molière battaient tant par le nombre des représentations que par le chiffre des recettes toutes les autres œuvres, qu'elles appartiennent au genre tragique ou comique. Le 30 août, Molière donna Les Précieuses au Louvre devant le frère unique du roi et sa suite. Et là encore, le succès fut énorme. Le soleil du comédien errant montait à vue d'œil. Une carrière éclatante se profilait à l'horizon et la troupe aborda l'automne 1660 avec l'agréable pressentiment des succès à venir. Mais en octobre, 4 jours après la mort du pauvre poète satirique Scarron, que la tombe avait enfin délivré des terribles attaques de la paralysie, un événement se produisit qui prit de court les acteurs. Le directeur de la troupe de Monsieur, frère unique du roi, qui rencontrait auprès de la cour un franc succès, fut, avec tous ses acteurs, chassé du Petit Bourbon.
ce maussade vendredi 11 octobre, on vit entrer dans la salle du Petit Bourbon monsieur Ratabon, inspecteur général des bâtiments du roi. L'air mystérieusement pénétré, Ratabon était suivi d'un architecte au bras chargé de plans et de dessins, et l'architecte était lui-même suivi d'une cohorte d'ouvriers encombrés de pics, de pelles, de haches et de pinces. Les acteurs, alarmés, demandèrent à M. Ratabon ce que signifiait cette invasion, et M. Ratabon répondit sèchement et poliment qu'il était venu démolir le Petit Bourbon. « Comment » s'exclamèrent les acteurs, « et où allons-nous jouer ?» À quoi M. Ratabon répondit poliment qu'il ne le savait pas. Quand Molière arriva, l'affaire s'éclaircit tout à fait. Ratabon avait un projet grandiose et parfaitement au point de reconstruction du Louvre, et le bon déroulement des travaux exigeait que disparaisse de la surface terrestre non seulement le Petit Bourbon, mais aussi l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois qui lui était attenante. Molière sentit le sol tanguer sous ses pieds et demanda « Cela signifie que nous nous retrouvons à la rue, sans avertissement ?» En guise de réponse, Ratabon haussa des épaules compatissantes et écarta les bras en signe d'impuissance. Formellement, il était parfaitement dans son droit. Il n'entrait en aucun cas dans ses attributions d'informer le directeur des comédiens des travaux de reconstruction entrepris par l'architecte du roi dans les bâtiments royaux. Et dans le Petit Bourbon, les haches commencèrent à cogner et la poussière de plâtre à voler. Le premier choc surmonté, de Molière courut chercher du secours chez le protecteur de la troupe, le frère du roi. Et le frère du roi... Mais revenons un instant à M. Ratabon, car enfin, comment pouvait-on en venir à détruire le théâtre sans un seul mot d'avertissement à la troupe de la cour ? Si l'on se refuse absolument à admettre que M. Ratabon ait pu, par distraction, ne pas remarquer qu'à 2 pas de lui se trouvaient des acteurs qui jouaient, et qu'il y avait même eu durant un temps 2 troupes, au moment où se place l'épisode Ratabon, la troupe italienne ne se trouvait plus à Paris et avait quitté la France. Il ne reste plus qu'à conclure que c'est de propos délibérés que le surintendant Ratabon s'était dispensé de prévenir la troupe de la destruction du théâtre. Mieux, il avait dissimulé tous les préparatifs afin que la troupe ne pût prendre aucune mesure pour sauver ses représentations. S'il en est ainsi, et c'est le cas, une question se pose. Qui poussa le surintendant Ratabon à agir de la sorte? Hélas, il ne peut y avoir qu'une explication. Ratabon fut inspiré en cette affaire par le puissant parti de ceux qui détestèrent Molière et ses œuvres dès les premiers jours de son arrivée à Paris. On supposa même que Ratabon avait été acheté, mais personne ne sait qui précisément dirigea sa main. Le frère du roi prit très à cœur le destin de la troupe et informa aussitôt le roi de ce qui s'était passé au Petit Bourbon. Le surintendant fut convoqué chez Sa Majesté et répondit à la question qui lui était posée sur les événements du Petit Bourbon d'une manière aussi brève qu'exhaustive. Il soumit à l'attention royale les plans des colonnades et édifices futurs. La question se posa de la conduite à tenir avec la troupe du duc d'Orléans qui se trouvait à la rue. Le jeune roi trancha sur le champ. Le roi de France pouvait-il n'avoir à Paris qu'un seul théâtre? Qu'on donne à la troupe de Monsieur de Molière le théâtre du Palais Royal, l'ancien palais du cardinal. On rapporta avec embarras au roi qu'il était impossible de jouer dans la salle du Palais Royal et qu'il était même hasardeux d'y pénétrer, car on pouvait à tout instant recevoir sur la tête une poutre pourrie. Cela aussi fut réglé en un instant. Monsieur Ratabon reçut l'ordre de procéder, parallèlement à la démolition du Petit Bourbon, à la réfection complète du Palais Royal, afin que la troupe de Molière puisse y reprendre aussitôt que possible ses représentations. Et il ne restait plus à M. Ratabon qu'à se mettre au travail sans retard. C'est dans la salle du Palais Royal que le grand cardinal et passionné de théâtre qu'était Richelieu avait, en 1641, monté avec un luxe de décors et de machines inusitées la pièce Mirame, qui était en partie son œuvre. Malgré toutes les merveilles de la technique, la pièce fut un four, comme il en est peu. À l'époque de l'affaire Ratabon, la salle abandonnée menaçait ruine. Les poutres étaient pourries, le plafond percé et le sol dans un tel état qu'on ne pouvait faire quelques pas sans risquer de se briser une jambe. Mais la conversation qu'il avait eue avec le roi avait vigoureusement fouetté l'énergie de Ratabon. Et pendant qu'il s'occupait avec vaillance à remettre en état le palais royal, Molière et sa troupe jouaient dans les palais des plus grands noms français.
Le cocu fut applaudi par le maréchal de la Meilleraye, le duc de Roquelaure, le duc de Mercœur et le comte de Vaillac. Mais à cette époque, Molière eut à se produire en plus haute société. Le cardinal Jules Mazarin, tuteur du roi et premier ministre de la France, exprima, en dépit de la maladie qui le clouait dans son fauteuil, le désir de voir les nouvelles pièces dont on faisait tant de bruit. Et la troupe joua dans son palais, le 26 octobre 1660, les Précieuses et le Cocu. Le cardinal fut satisfait, mais s'amusa moins qu'un jeune homme qui se cachait modestement derrière le dossier de son fauteuil et que tous les nobles présents faisaient mine de ne pas remarquer, en dépit des regards incessants qu'ils lui jetaient. Loret a écrit dans son journal La Muse historique ces mots quelque peu sibyllins. Les deux pièces plurent extraordinairement, non seulement à Jules, mais à d'autres grands personnages. Les deux derniers mots étaient écrits avec des majuscules. Plus loin, Loret rapporte que son éminence, le cardinal, ordonna que l'on comptât pour encourager la troupe à Molière et ses compagnons 2000 écus mignons. Les majuscules de l'œuvre de Loret sont compréhensibles. Celui qui se cachait derrière le fauteuil du cardinal n'était autre que le roi, qui avait, pour une raison ou pour une autre, jugé bon de se rendre incognito à cette représentation. Molière ne tarda pas à mettre à profit son succès à la cour et obtint l'autorisation d'emporter du Petit Bourbon non seulement l'ameublement des loges d'acteurs, mais aussi 2 galeries de loges complètes. Comme on sait, l'appétit vient en mangeant, et le directeur voulut déménager les décors et les machines du Petit Bourbon, mais là, il échoua. Le fameux machiniste de théâtre italien Vigarani, qui était venu remplacer à Paris le non moins fameux Torelli, déclara que les machines lui étaient nécessaires pour les ballets royaux aux Tuileries. Il y eut une guerre, dont Vigarani sortit vainqueur. Les machines lui restèrent, et l'Italien accomplit un premier prodige qui n'était pas conforme à ceux que la cour attendait de lui. Il brûla jusqu'à la dernière les machines qu'il avait conquises de haute lutte, ainsi que les décors. Tous furent étonnés, tous, sauf un, Charles Lagrange. Le secrétaire trésorier, entièrement dévoué à son théâtre, disait à Molière d'un ton fâché « Savez-vous, maître, ce Vigarani est un véritable pendard, il a brûlé les décors et les machines pour que tout le monde oublie les travaux de Torelli. » À quoi Molière répondit « Je vois que c'est un véritable homme de théâtre, ce Vigarani. » Et Vigarani était un homme de théâtre au plein sens du terme, en ce sens qu'il n'admettait pas de concurrence, ce qui ne l'empêchait pas d'être un machiniste de premier ordre. Au cours de sa tournée forcée dans les palais de la noblesse, Molière passa par une pénible épreuve. Profitant de ce que le directeur était momentanément sans théâtre, l'hôtel de Bourgogne et le Marais tentèrent de racoler ses acteurs. Ils firent aux comédiens des ponts d'or et affirmèrent que l'aventure de Molière était terminée et qu'elle ne ressusciterait pas au palais royal. Molière en fut durement secoué. Il pâlit, se mit à tousser et à maigrir, à loucher vers ses acteurs, à leur jeter des regards pitoyables et angoissés qui disaient « Trahiront ou pas ?» Cet état n'échappa pas à la troupe, qui se présenta un jour à Molière sous la conduite de Charles Lagrange pour lui faire savoir que, étant donné qu'il joignait à d'exceptionnelles capacités un abord très fréquentable, la troupe le priait de ne pas s'inquiéter. Les acteurs n'iraient pas chercher ailleurs leur bonheur, quelque avantageuses que soient les propositions qu'on leur ferait. M. de Molière voulut répondre quelque chose d'éloquent, comme il savait si bien le faire, mais, emporté par l'émotion, ne trouva absolument rien à dire et, après avoir serré les mains de tous, s'en fut réfléchir en tête à tête avec lui-même. La grosse erreur que M. Molière commit à cette époque de sa vie fut la suivante. Il prêta l'oreille au mal qu'on disait de lui et fut blessé par des affronts qui n'auraient pas dû retenir son attention. Dès les premiers jours de représentation de ses comédies ou des petites farces qu'il donnait avec les pièces du grand répertoire, les gens de lettres parisiens clamaient d'une seule voix que
Molière n'était qu'un vulgaire bouffon, incapable de s'élever au traitement de sujets affreux. Et ces personnages se comptaient par dizaines. Il y avait bien, pour leur résister, quelques individus, dont le célèbre et très talentueux fabuliste La Fontaine, qui devint, avec le temps, le meilleur ami de Molière. Après les premières représentations de Molière, La Fontaine s'était écrié « Voilà un homme à mon goût » et avait parlé de la maîtrise avec laquelle Molière suivait la nature et la vérité dans ses œuvres. Mais au lieu de prêter attention aux paroles de La Fontaine, Molière écoutait une autre race de gens. En conséquence, il forma le projet de démontrer à la face du monde qu'il était capable de traiter le thème éternel de la jalousie, qu'il avait pris sur le mode comique dans Sganarelle, d'une manière sérieuse, en prenant cette fois ses héros dans la plus haute société. Et tout en travaillant à Sganarelle, il parvint à écrire une comédie héroïque intitulée Don Garci de Navarre ou Le Prince jaloux. Entre-temps, le surintendant acheva la remise en état du palais royal. Tout fut très bien arrangé et sous le plafond on tendit une immense toile bleue qui répondait à deux préoccupations, présenter au regard charmé des spectateurs un ciel artificiel et empêcher l'eau de tomber sur ces mêmes spectateurs car, en dépit des efforts de Ratabon, le plafond continuait à fuir. Le 20 janvier 1661, la troupe de Molière entra au Palais Royal, bientôt suivie par la troupe italienne qui était revenue à Paris. On recommença le partage des jours, mais cette fois ce furent les Italiens qui donnèrent de l'argent à Molière pour le dédommager des dépenses qu'il avait dû engager pour les réparations. Dépenses inévitables car l'argent que l'État avait affecté aux travaux n'avait pas suffi. Le Palais Royal était inondé de lumière et les sourdes craintes que nourrissaient les comédiens quant aux possibilités de résurrection de l'entreprise se dissipèrent d'un coup. Le public fit un accueil enthousiaste aux pièces de Molière qui prouvèrent définitivement leur supériorité sur celle de tous les autres auteurs. Il semblait que tout allait pour le mieux, quand, le 4 février, le prince jaloux fit son entrée sur scène. On avait dépensé beaucoup d'argent pour monter somptueusement cette pièce aristocratique, et le directeur, en personne, manifestement oublieux des pluies de pommes de naguère, jouait le prince dans toute sa splendeur. Le public, qui attendait avec intérêt la nouvelle production de M. Molière, écouta d'une oreille bienveillante le premier monologue d'Elvire, qu'interprétait Marie-Thérèse Duparc. Don Garci entra en scène et entama de grandioses monologues sur les périls glorieux, l'éclat des yeux de Donna Elvire et autres objets sublimes. Ces monologues étaient si longs que le public disposait de tout son temps pour les mettre à profit en regardant le ciel bleu et les loges dorées du Palais Royal. Molière jouait, mais un vague malaise le tenaillait. La caisse avait fait 600 livres et la salle était loin d'être pleine. Le public attendait, en s'ennuyant, ce que la suite allait apporter d'intéressant, mais je dois avouer, à ma grande consternation, que rien d'intéressant ne se produisit, et que les lumières s'éteignirent sur un prince jaloux dont la sortie fut saluée par de maigres applaudissements. Tout dramaturge d'expérience sait que pour déterminer si une pièce a ou non du succès auprès du public, il est inutile de lire les comptes rendus des critiques et de presser de questions ses amis en leur demandant si la pièce était bonne ou mauvaise. Il y a un moyen plus simple. Il suffit d'aller à la caisse et de demander quelle est la recette. C'est ce que fit Molière, qui découvrit qu'à la deuxième représentation, la caisse avait donné 500 livres. À la troisième, 168. Et 426 à la quatrième. Molière adjoignit alors à Don Garci le triomphant cocu et récolta 720 livres. Mais ensuite, le cocu lui-même ne fut d'aucun secours et la recette redescendit à 400 livres. Enfin, vint le funeste chiffre 7 et la date fatidique du 17 février. Le jeudi 17 février, à sa 7e représentation, Don Garci fit 70 livres. Les derniers doutes du directeur s'évanouirent alors. Sa pièce et lui-même, dans le rôle de Garci, étaient définitivement et irrémédiablement condamnés. Il était d'ailleurs si mauvais dans le rôle du prince qu'avant même cette 7e représentation, il avait pensé à se faire remplacer par un autre acteur. Le four fut suivi des manifestations que connaît bien tout dramaturge qui s'est trouvé dans ce cas. Joie sauvage des ennemis, sympathie humide des amis, bien pire que la joie des ennemis, rire derrière le dos, déclarations funèbres sur le tarissement de l'inspiration de l'auteur et couplets ironiques improvisés.
Molière but jusqu'à la lie cette coupe qui le récompensait de son envolée dans les hautes sphères de la société et de sa pièce fastidieuse et froide. Ces bourgeois ne comprennent rien à l'art, grondait avec une totale injustice le directeur pendant qu'il dépouillait son accoutrement princier pour redevenir celui qu'il devait être, Jean-Baptiste Poquelin. Il finit par menacer, entre deux quintes de tout, de retirer Don Garcy du palais royal pour aller le montrer à la cour. Son raisonnement était évidemment le suivant. Qui pouvait s'intéresser davantage aux affres du prince, sinon les princes eux-mêmes? Il mit sa menace à exécution 1 an plus tard, en présentant Don Garcy à la cour. Son échec fut aussi cuisant qu'au palais royal. Alors, serrant les dents, le directeur décida de prendre les quelques vers de Don Garcy qui étaient un peu moins mauvais que les autres pour les replacer dans d'autres pièces, afin de ne pas gâcher de la marchandise, et de cet instant ne supporta pas qu'on fît devant lui allusion au prince jaloux. Le début de l'année 1661 fut marqué par un grand événement. Le cardinal Mazarin mourut le 9 mars, et le lendemain, le roi de 23 ans abasourdissait complètement ses ministres. « Je vous ai fait venir, messieurs, proféra sans ciller le jeune roi en fixant les ministres, pour vous dire que le temps est venu pour moi de diriger réellement l'État. Vous m'aiderez de vos conseils, mais uniquement quand je vous le demanderai. J'interdis dorénavant que l'on signe sans mon ordre le moindre papier, fût-ce le plus insignifiant passeport. Vous me rendrez compte chaque jour, personnellement, de votre travail. » Les ministres, et toute la France avec eux, comprirent immédiatement quel homme était monté sur le trône. Molière le comprit aussi très bien, et sut aussitôt à qui il lui faudrait s'adresser dans un cas extrême. Et des cas extrêmes pouvaient très bien se présenter, comme l'avait suffisamment montré l'épisode des Précieuses. Au printemps de cette année, Molière acheva sa nouvelle comédie intitulée L'École des Maris. Le sujet de la pièce était la passion triomphante de deux jeunes êtres. La passion qui vainc tous les obstacles que lui oppose la vieillesse brutale et despotique. La comédie, avec des lanternes et un mariage devant notaire au final, fut jouée pour la première fois en juin. Molière jouait le rôle de Sganarelle et l'amant Valère était interprété par Lagrange. Le succès fut total, le public pardonna, oublia Don Garcy et l'école fut représentée 58 fois au cours de la saison, c'est-à-dire plus qu'aucune autre pièce pour la période considérée. Un soir, le directeur de la troupe se trouvait à sa table de travail. Devant lui, un exemplaire de l'école, prêt pour l'impression. Molière écrivait une dédicace à son protecteur, le frère du roi. « Monseigneur, je fais voir ici à la France des choses bien peu proportionnées. Il n'est rien de si grand et de si superbe que le nom que je mets à la tête de ce livre, et rien de plus bas que ce qu'il contient. » À cet instant, Molière posa sa plume, dégagea les mèches des bougies, tout sauta et pensa « Pourquoi donc, au fond, est-ce que je parle ainsi de ma pièce ?» Il soupira, se lissa un sourcil avec l'extrémité de sa plume d'oie, fit une grimace et se remit à écrire. Les lettres, larges et grasses, formaient les mots. Tout le monde trouvera cet assemblage étrange et quelques-uns pourront bien dire, pour en exprimer l'inégalité, que c'est poser une couronne de perles et de diamants sur une statue de terre et faire entrer par des portiques magnifiques et des arcs triomphaux superbes dans une méchante cabane, 3 petits points. Encore un peu de pommade, marmonna le dramaturge, après tout, ça ira. J'ai donc osé, monseigneur, dédier une bagatelle à votre Altesse. Et il signa le très humble, très obéissant et très fidèle serviteur, Jean-Baptiste Poquelin Molière. Comme ça, c'est bien, dit avec satisfaction le très humble, qui, dans le feu de la flatterie, ne s'était pas rendu compte que l'image de la statue de terre sur laquelle on pose une couronne de perles rendait un son étrangement équivoque. Car enfin, en vertu de quoi la comédie devait-elle être la statue et la couronne le nom du duc d'Orléans? Quoi qu'il en soit, la dédicace fut adressée au duc qui lui fit un accueil bienveillant
et la troupe commença à préparer les importants événements de l'été. L'histoire de l'humanité a connu un certain nombre de dilapidateurs des fonds de l'État. Mais l'un des plus remarquables fut sans conteste Nicolas Fouquet, vicomte de Melun et de Vaux, marquis de Belle-Île, qui occupait à l'époque que nous considérons le poste de directeur général des finances de la France. Peu nombreux sont ceux qui parvinrent à organiser aussi bien que Fouquet le sac des deniers publics. Si l'on en croit les mauvaises langues, et il faut les croire, Fouquet avait fini par perdre complètement le sens de la limite entre les biens publics et les siens propres. Il est impossible de décrire ce qui se passait au ministère des Finances sous Fouquet. Ordre de paiement émis sur des fonds déjà dépensés, falsification des comptes, pots de vin, Fouquet n'avait rien d'un sordide grigou, c'était au contraire un dilapidateur élégant et de grand style. Il changeait fréquemment de maîtresse, donnait des banquets, s'entourait des meilleurs artistes, penseurs et musiciens, au nombre desquels figurèrent Molière et La Fontaine. L'architecte Levaux construisit pour le talentueux ministre dans son domaine de Vaux un château qui étonna les Français, pourtant difficile à étonner en ce siècle de splendeur. Les salles furent décorées par les célèbres peintres Lebrun et Mignard. Les jardiniers tracèrent des parcs et des jardins avec des fontaines qui donnaient à ceux qui les visitaient le sentiment de se trouver au paradis. Cela ne suffisait pas à Fouquet qui, comme mu par un vague pressentiment des événements futurs, acheta l'île de Belle-Île à proximité des côtes de Bretagne et y fit bâtir une forteresse dans laquelle il plaça une garnison. Quoi qu'il en soit, à l'époque où l'école des maris commença à faire du bruit, le ministre Fouquet avait déjà droit au titre de maître des destinées. Le maître des destinées décida d'organiser dans son domaine de Vaux des festivités en l'honneur du roi. Quand Fouquet faisait quelque chose, il le faisait bien. En attendant ses illustres invités, il fit construire un théâtre dans un bois d'épicéa, commanda une énorme quantité de provisions, engagea les meilleurs artificiers et machinistes de théâtre. Malheureusement, les maîtres des destinées peuvent disposer de tous les destins, à l'exception du leur. Et Fouquet ne savait pas qu'en ce moment, le roi vérifiait avec un financier du nom de Colbert les feuilles du ministère des Finances. Cette vérification était urgente et secrète. En mourant, le cardinal Mazarin avait conseillé au jeune roi de prendre Fouquet en faute avec l'aide du grand spécialiste qu'était Colbert. Le roi était jeune, mais intelligent et froid, regardait tranquillement Colbert, qui analysait minutieusement les états du ministère et montrait les bordereaux falsifiés à côté de ceux qui étaient authentiques. Emporté par son destin, Fouquet prêta la main à sa propre perte, en faisant inscrire au fronton de son château la devise latine « Quo non ascendam » « Jusqu'où ne monterai-je pas ?» Et le 15 août à midi, le roi Louis XIV, accompagné de son frère, sa femme, la princesse Henriette et la reine d'Angleterre, arriva au château. Des témoins rapportent que le visage immuablement figé du roi parut tressaillir imperceptiblement quand Louis leva les yeux et aperçut la devise de Fouquet. Mais l'instant suivant, la face royale avait repris son impassibilité naturelle. Les festivités s'ouvrirent sur un petit déjeuner de 500 personnes, qui fut suivi de représentations théâtrales, ballets, bals masqués et feux d'artifice. Mais je m'intéresse moins au petit déjeuner et aux feux d'artifice qu'à la question de savoir comment Molière parvint en 15 jours à écrire, apprendre et mettre en scène une pièce en vers que lui avait commandée Fouquet et qu'il intitula Les Fâcheux. Pourtant, c'est ainsi. La pièce fut représentée le 17 août. Apparemment, à cette date, Molière avait parfaitement compris les goûts du roi de France. Celui-ci aima beaucoup la comédie et encore plus le ballet, car Les Fâcheux était une comédie-ballet. Il ne s'agissait pas à proprement parler d'une pièce, mais d'une suite de portraits-charges, de types de la haute société mis bout à bout et que rien ne reliait entre eux. On se pose alors la question, où Molière prit-il l'audace de donner en spectacle au roi ses propres courtisans vus sous un jour aussi ironique? En fait, Molière avait très justement calculé. Le roi avait une attitude pour le moins abrupte à l'égard de la haute noblesse et ne se considérait nullement comme le premier de ses courtisans. Louis pensait tenir son pouvoir de Dieu
et se considérait comme différent, incommensurablement au-dessus des autres hommes qui vivaient sur terre. Il se trouvait quelque part dans le ciel, pas très loin de Dieu, et sourcillait à la moindre tentative que faisait un quelconque de ces grands seigneurs pour s'élever un peu plus qu'il n'était convenable pour lui de le faire. Bref, Fouquet eût été mieux inspiré en se tranchant la gorge avec son propre rasoir qu'en inscrivant une devise comme celle qu'il avait fait graver. Je le répète, Louis se souvenait de l'époque de la Fronde et tenait la haute noblesse dans ses mains de fer. On pouvait devant lui se moquer de la cour. Donc, le rideau s'ouvrit dans les jardins de Vaux. Sans maquillage de scène, en habit de ville, visiblement ému, Molière parut devant les hôtes du ministre. En saluant nerveusement, il s'excusa de n'avoir pu, par manque de temps, préparer un divertissement digne du grand monarque. Mais le plus grand orateur de théâtre de Paris n'eut pas le temps d'achever son discours. Sur la scène, un rocher se fendit, et au milieu d'une cataracte d'eau, voilà quel machiniste était Vigarani, parut une naïade. Personne n'aurait pu dire que cette ravissante déesse avait 43 ans. De l'avis général, Madeleine était adorable dans ce rôle. Elle prononça les premiers mots du prologue. Pour voir en ces beaux lieux le plus grand roi du monde, mortel, je viens à vous de ma grotte profonde. Et ce n'est que quand elle eut prononcé le dernier mot du prologue, que les hautbois de l'orchestre éclatèrent et que la comédie-ballet commença. À la fin de la représentation, le roi fit signe à Molière d'approcher et, lui montrant le grand chasseur, Soycourt, lui chuchota avec un sourire « Voilà un grand original que vous n'avez pas encore copié !» Molière se prit la tête entre les mains et répondit en riant « Le don d'observation de votre majesté, comment ai-je pu laisser passer un tel type ?» En une nuit, il écrivit une nouvelle scène pour la comédie où il introduisit l'enragé chasseur de cerfs Dorante, toqué des chevaux du célèbre maquignon de l'époque Gaveau et des exploits du fameux piqueur Drecard. Et toute l'assistante prit une joie mauvaise à reconnaître en Dorante le pauvre maître de chasse. À la faveur de cet incident, Molière écrivit au roi une épître dans laquelle il sut placer beaucoup de belles phrases. Il lui disait, premièrement, que lui, Molière, se comptait au nombre des fâcheux. Deuxièmement, qu'il ne devait qu'au roi le succès de sa comédie, puisqu'il suffisait que le roi l'applaudisse pour que tout le monde en fasse de même. Troisièmement, que la scène avec le chasseur, que sa majesté avait fait introduire dans la comédie, était, sans le moindre doute, la meilleure de toutes, et que d'une manière générale, aucune autre scène, dans aucune autre de ses comédies, ne lui avait été aussi agréable à écrire. Pendant que le dramaturge amendait son œuvre, dans le parc de Vaux commençait une autre pièce qui n'était pas une comédie, mais un drame. Un jour, où le roi effectuait une promenade dans une allée, la personne qui l'accompagnait ramassa une lettre qui traînait dans le sable. Le roi manifesta de l'intérêt pour la lettre qui lui fut montrée. Las. C'était une tendre missive adressée par Fouquet à une certaine mademoiselle de Lavallière. Il est à parier que, si le ministre avait pu voir à cet instant l'expression du regard de Louis, il aurait sur le champ quitté la France à bride abattue, en plantant là ses hôtes et n'emportant avec lui qu'une bourse pleine d'or et une paire de pistolets. Car la discrète Lavallière était, comme on sait, la concubine du roi. Mais Louis se signalait déjà dans sa jeunesse par une colossale maîtrise de soi. Ce qui explique que Nicolas Fouquet passa un heureux mois d'août. Le roi gagna Fontainebleau, puis, au début de septembre, partit pour Nantes, où se tenait le conseil royal. Quand celui-ci se termina, Fouquet, qui en sortait, fatigué, sentit qu'on lui touchait le coude. Le ministre tressaillit et se retourna. Devant lui se tenait un capitaine des mousquetaires. « Vous êtes arrêté », dit doucement le capitaine. Sur ces 3 mots se termina la vie de Fouquet. Ensuite commença son existence végétative, à la prison de Vincennes d'abord, puis à la Bastille. L'instruction de ses rapines dura 3 ans, et l'homme qui passa en jugement n'était plus le brillant ministre, mais un détenu hirsute et tremblant. Il reconnut parmi ses juges ses pires ennemis, qui avaient été placés là par le roi lui-même,
9 juges réclamèrent pour Nicolas Fouquet la peine capitale. 13 autres furent plus humains et condamnèrent Fouquet à l'exil à vie. Mais le roi jugea cette condamnation trop douce et remplaça l'exil par la prison à vie. Fouquet demeura en prison 15 années, pendant lesquelles on ne lui donna pas une seule fois la possibilité de faire une promenade, de lire, d'écrire ou de voir sa femme et ses enfants. Finalement, en 1680, le cœur du roi avait-il oublié l'image de l'humble Lavallière évincée depuis par d'autres femmes? Son esprit avait-il perdu le souvenir de la devise placée sur le fronton? Louis signa le décret de la libération de Fouquet. Mais cette disposition resta lettre morte. Fouquet n'avait pas attendu la clémence royale et était déjà sorti de prison pour aller là où, comme il l'espérait sans doute, un autre juge jugerait à la fois le ministre malhonnête, le roi vindicatif et surtout l'inconnu qui avait jeté la lettre dans le sable. Je voudrais ajouter encore une chose. Dans la préface des Fâcheux, publiée après la perte et l'arrestation de Fouquet, Molière ne craignit pas de signaler que les vers du prologue appartenaient à un monsieur Pélisson, qui avait été le secrétaire et le meilleur ami de Fouquet. Paul Pélisson eut une conduite non moins courageuse en rédigeant pour justifier Fouquet 3 volumes qu'il intitula « Discours », montrant ainsi qu'il ne trahissait pas ses amis, quels qu'ils fussent. Le roi lut avec beaucoup d'attention l'œuvre de Pélisson et se conduisit avec modération à son égard. Il ne l'embastilla que pour 5 ans. Le 20 février 1662, dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois que M. Ratabon n'était pas encore parvenu à détruire, un mariage était célébré. Devant l'autel se tenait, un peu voûté, secoué par une toux intermittente, le directeur de la troupe du Palais Royal, Jean-Baptiste Molière. À côté de lui, une jeune fille d'une 20aine d'années, assez laide, avec sa bouche trop grande et ses petits yeux, mais très attirante et coquette. La jeune fille était habillée à la dernière mode et se tenait droite, la tête fièrement rejetée en arrière. Les orgues tonitruaient au-dessus de leur tête, mais le fiancé, tout à la passion qui le dévorait, n'entendait pas plus les cataractes sonores de l'instrument que le latin familier. Un peu en arrière des futurs époux se trouvaient les acteurs du Palais Royal et un groupe de parents au milieu duquel on pouvait reconnaître vieux et blanchi le tapissier du roi Jean-Baptiste Poquelin, la mère des Béjart, Madame Hervé Béjart, Madeleine, un air étrange sur son visage comme pétrifié, et le jeune Louis Béjart. Molière, frappé d'une passion dévorante, a enfin atteint son but. Mademoiselle Menou, alias Armande Béjart, se trouve maintenant à son côté devant l'autel. Le contrat de mariage dit que la fiancée est mademoiselle Armande Grésinde Claire Élisabeth Béjart, fille de madame Marie Béjart, née Hervé, et de son défunt époux sieur de Belleville. La fiancée a 20 ans, ou à peu près. Mais nous, qui connaissons bien toute la famille de feu Béjart-Belleville et de son épouse Marie Hervé Béjart, c'est-à-dire le fils aîné Joseph, les filles Madeleine et Geneviève et le fils cadet Louis, voudrions bien faire plus ample connaissance avec cette dernière née, Armande, qui va devenir la femme de Molière. Puisque le contrat de mariage établi en janvier 1662 dit que la fiancée a une 20aine d'années, il faut donc chercher les traces de sa naissance en 1642 ou en 1643, et ces traces existent. Un acte, daté du 10 mars 1643, indique que Madame Marie Hervé a refusé la succession de son défunt mari, Béjart-Belleville, parce qu'elle était grévée de dettes. L'acte énumère tous les enfants de Marie Hervé, c'est-à-dire Joseph, Madeleine, Geneviève et Louis, ainsi qu'une fillette, non encore baptisée, donc un nouveau-né. C'est naturellement cette Armande qui se trouve maintenant devant l'autel. Tout concorde, elle a environ 20 ans, et elle est la fille de Marie Hervé. Tout serait donc parfait ainsi, s'il n'y avait encore un détail. Dans l'acte de renoncement, les enfants de Marie Hervé sont à plusieurs reprises obstinément qualifiés de mineurs.
Nous ne pouvons que nous étonner devant le fonctionnaire civil qui a rédigé l'acte, ainsi que devant les honorables témoins qui étaient présents, parmi lesquels on trouve 2 procureurs, un maître charron et un tailleur. Car en 1643, Joseph Béjart, le fils aîné, avait 26 ans, et Madeleine environ 25. Ni Madeleine ni Joseph ne pouvaient jamais passer pour mineurs nulle part, sous aucune législation. Ce que cela signifie, que l'acte de 1643 contient des renseignements mensongers et n'a donc absolument aucune valeur, et dans ce cas, un épais voile de suspicion retombe sur cette mystérieuse fillette non encore baptisée. Madame Marie Hervé est née en 1590. Il en découle qu'elle a mis au monde cette fillette vers la 53e année de sa vie, après une interruption de 13 ans, puisque Louis est né en 1630 et qu'aucune information ne fait état d'enfant né depuis lors. Est-ce possible? Sans doute, mais peu vraisemblable. Mais ce qui est complètement impossible, c'est qu'aucun des proches amis et des nombreuses connaissances des Béjart n'ait jamais fait nulle part allusion au fait que la mère de famille, d'un âge déjà avancé, ait donné un enfant à son mari mourant. Il n'est nulle part fait mention d'un enfant de Marie Hervé dans cette période de temps, si ce n'est dans l'acte de 1643. Et où aurait-elle pu l'enregistrer? Où est-il né? On ne sait pas. Effectivement, cet hiver-là, au début de l'année 1643, les Béjart s'absentèrent pour un temps de la ville. Ce voyage coïncide précisément avec l'époque de la naissance de l'enfant. Mais pourquoi Marie Hervé a-t-elle éprouvé le besoin de s'éloigner de Paris pour mettre au monde un enfant dans des circonstances que l'on peut vraiment qualifier de mystérieuses? Où l'enfant a-t-il été baptisé? On l'ignore. On n'est pas parvenu à découvrir son acte de baptême à Paris. La fillette a donc été baptisée hors de Paris, peut-être dans la proche banlieue, peut-être quelque part en province. Pourquoi la fillette a-t-elle été aussitôt après sa naissance emmenée ailleurs, confiée à des personnes étrangères et non élevée à la maison, comme l'avaient été les enfants précédents? Quelle conclusion suggère alors tout cet ensemble de circonstances? Une chose très simple et très regrettable. Marie Hervé n'a pas eu de fille en 1643 et a menti dans l'acte daté de cette même année en s'attribuant un enfant qui n'était pas le sien. Mais quel a pu être le motif de cet acte? Étant donné qu'il n'y a pas grand sens à s'attribuer un enfant totalement étranger, on est tout naturellement enclin à penser que la mystérieuse fillette était le fruit de l'une des filles non mariées de Marie Hervé. On comprend alors les raisons du mystérieux départ de Paris, pourquoi l'enfant a été caché, pourquoi il n'a pas été élevé dans la même famille. Mais qui était la mère, Geneviève ou Madeleine? On ne trouve nulle part aucune allusion à la maternité possible de Geneviève. En revanche, tout le monde a toujours été convaincu qu'Armande était la fille de Madeleine, et personne n'a jamais attribué cet enfant à Marie Hervé. Et sans la découverte du contrat de mariage où Armande, Grésinde, Claire, Élisabeth est désignée comme la fille de Marie Hervé, découverte qui a brouillé toutes les cartes, personne n'aurait jamais mentionné le nom de Marie Hervé. On trouve dans les mémoires du littérateur bien connu Brossette. Despréaux m'a dit que Molière était à l'origine amoureux de la comédienne Béjart, dont il a épousé la fille. L'auteur anonyme d'une pasquinade intitulée « La fausse comédienne », il s'agit d'Armande Béjart-Molière, écrivait « Elle était la fille de la défunte Béjart, une comédienne qui avait eu énormément de succès auprès des jeunes gens dans le Languedoc à l'époque de l'heureuse naissance de sa fille. » Bref, de nombreuses personnes écrivirent, après la mort de Molière et de son vivant, dire qu'Armande était la fille de Madeleine. Mais à côté de ces témoignages écrits et oraux, existent de nombreux indices qui prouvent, indirectement, que Madeleine était la mère d'Armande. Quand Molière épousa Armande, il reçut de Marie Hervé, à ce qu'indique le contrat de mariage, 10 000 livres, qui constituaient la dot d'Armande. Mais après le mensonge de l'acte de 1643, rien ne nous oblige à ajouter foi à cela. Marie Hervé n'avait et ne pouvait avoir 10 000 livres. Il a paru par la suite que la dot d'Armande avait été fournie par Madeleine, qui était la seule personne solvable de la famille. Mais, dira-t-on, qu'y a-t-il d'étonnant à ce que Madeleine se montre généreuse envers sa sœur? Rien, sans doute. Sinon que les munificences de Madeleine étaient très inégalement partagées. Quand, 2 ans après, Geneviève se maria à son tour, elle reçut pour sa dot 500 livres en espèces et environ 3 500 en linge et mobilier.
À sa mort, Madeleine laissa à Geneviève et au boiteux Louis une petite rente viagère, tandis qu'Armande héritait de 30 000 livres. Quand mademoiselle Menou surgit un jour du néant dans le sud de la France, Madeleine l'entoura d'une sollicitude qui parut à tous les témoins excéder de beaucoup l'affection d'une grande sœur pour sa cadette. Seule une mère pouvait prendre un tel soin d'un enfant. Précisons ici qu'il ne fait aucun doute qu'Armande et Menou étaient une seule et même personne. Dans le cas contraire, nous aurions été informés de la mort de Menou. Et en outre, l'apparition d'Armande à Paris serait parfaitement inexplicable. Que conclure de tout cela? Une seule chose. L'Armande que Molière a épousée en 1662 et que les documents désignent comme la fille de Marie Hervé était la fille de Madeleine Béjart, première femme illégitime du comédien. Mais qui était alors le père d'Armande? On pensa d'abord à Esprit de Raymond de Moirmoiron, sieur de Modène, dont nous savons qu'il fut le premier amant de Madeleine, et le père de son premier enfant, Françoise. Mais il apparut très vite que ce soupçon ne reposait sur rien. De nombreux indices prouvent que Madeleine envisagea un temps très sérieusement de légitimer sa liaison avec Modène. Elle ne fit aucun effort pour cacher que l'enfant était de celui-ci, et l'événement fut même consigné dans un acte officiel. La naissance d'un second enfant dû à de Modène, en resserrant encore le lien entre celui-ci et Madeleine, serait allée tout à fait dans les sens des projets matrimoniaux de la comédienne. Elle n'avait absolument aucune raison de cacher cet enfant et de l'attribuer à sa mère. Mais nous nous trouvons pourtant en face de cette situation paradoxale. Madeleine cacha le bébé à de Modène. En 1641, le chevalier de Modène entra avec Louis de Bourbon, le comte de Soissons et le duc de Guise dans une conspiration dirigée contre Richelieu et fut blessé le 6 juillet 1641 à la bataille de Marfée. En septembre de cette même année, le Parlement de Paris le condamna à mort et Modène se réfugia d'abord en Belgique, puis en France même, où il fit tout ce qu'il put pour éviter Paris. Cela dura jusqu'en 1643, année où, à la suite de la mort de Louis XIII et de Richelieu, Modène fut amnistié et autorisé à regagner la capitale. Il faut noter que la famille Béjart, qui craignait des représailles du gouvernement en raison de la relation qu'elle avait entretenue avec Modène, quitta également Paris. Mais ces déplacements ne la conduisirent jamais dans les endroits où se trouvait Raymond de Moirmoiron. En revenant à Paris, après 2 années d'absence, Modène aurait donc trouvé Madeleine avec un bébé qui ne pouvait être de lui, ce qui n'était pas de nature à consolider la liaison du prince et de la comédienne. Modène ne pouvait en aucun cas être le père d'Armande. Le père fut donc un autre cavalier que Madeleine eut l'occasion de connaître au cours de l'été 1642, alors qu'elle se trouvait dans le sud de la France. Madeleine a pu faire à cette époque de nombreuses rencontres et avoir des relations intimes avec l'une d'elles, mais le malheur est qu'elle a, entre autres, fait la connaissance, nous le savons de manière sûre, de Jean-Baptiste Poquelin, valet de chambre et tapissier royal, qui se trouvait dans la suite du roi Louis. Cela se passait aux eaux de Montfrin, où Louis XIII faisait une cure dans la deuxième moitié de juin 1642. Cette rencontre de Montfrin et les relations indubitables que Molière y eut avec Madeleine furent la cause de bruits abominables qui coururent par la suite. L'auteur de la fameuse comédienne écrivit, elle, Armande, était considérée comme la fille de Molière, bien qu'il eût par la suite été son mari. Quand quelques années plus tard, après la mort de Molière, Armande fut appelée à témoigner pour une affaire qui ne la concernait pas directement, l'avocat d'une des parties tenta de répudier son témoignage en affirmant brutalement en plein tribunal qu'elle était la femme et la veuve de son propre père. On a fait grand cas d'une lettre écrite par Chapelle à Molière en 1659, lettre dans laquelle se trouvent ces lignes mystérieuses. « Vous ne montrerez ces beaux vers qu'à mademoiselle Menou, d'autant qu'il vous représente, elle et vous. » Certaines affirmations donnent à penser que le mariage d'Armande ne s'accomplit qu'après que des scènes aussi violentes que pénibles entre Molière et Madeleine d'une part et entre Armande et Madeleine de l'autre eurent rendu la vie de ces 3 personnes si insupportable qu'Armande fut quasiment contrainte de se réfugier dans la maison de son futur mari. Les documents officiels indiquent que Geneviève Béjart n'assista pas à la conclusion du contrat de mariage,
pas plus qu'à la cérémonie religieuse, et beaucoup la soupçonnent d'avoir ainsi voulu protester contre cette épouvantable union. Bref, la vie de Molière a été empoisonnée par des rumeurs propagées de toutes parts, l'accusant d'avoir accompli l'inceste le plus abominable, d'avoir épousé sa propre fille. Que peut-on dire de cette ténébreuse affaire encombrée d'actes apocryphes, de preuves indirectes, de suppositions, de renseignements douteux? Voici ma conclusion. Je suis certain qu'Armande était la fille de Madeleine, née en un lieu inconnu, d'un père inconnu. Rien ne prouve de manière certaine la vérité des bruits d'inceste qui ont circulé. Rien ne prouve que Molière ait épousé sa fille. Mais rien ne permet non plus de rejeter totalement cette terrible rumeur. Le voilà donc, mon héros, devant l'autel, à côté d'une jeune fille 2 fois plus jeune que lui, et dont on dit qu'elle est sa propre fille. L'orgue qui mugit lugubrement au-dessus de leur tête prédit pour ce mariage toutes les calamités possibles, et toutes ces prédictions se réaliseront. Après les noces, le directeur du Palais Royal abandonna son appartement de la rue Saint-Thomas-du-Louvre pour emménager avec sa jeune épouse rue de Richelieu, emmenant avec lui la servante Louise Lefebvre et son valet provençal qui empoisonna sa vie. Là, dans la rue de Richelieu, ces infortunes ne tardèrent pas à commencer. Il apparut que les 2 époux ne s'accordaient nullement. Le mari malade et vieillissant aimait toujours sa femme avec la même passion, mais celle-ci ne l'aimait pas. Et leur vie devint très vite un enfer. Voilà, c'est fini pour ce soir. Et on se retrouve le 19 mai à 18h30 en direct de la médiathèque La Girafe, toujours sur la page de Montfort Communauté. Voilà. Avec joie de vous retrouver, j'espère qu'on pourra se voir en vrai. À très vite. Merci beaucoup.